pour venir nous faire ce retour d'expérience. Donc merci beaucoup, professeur Duflo. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci à Madame Ida Gigaï, à Madame Sarah Gourdine de m'avoir proposé de faire cette intervention, de vous parler de cette expérience de construction d'un nouvel hôpital qui a été pour nous et qui est encore, puisque l'hôpital n'est pas tout à fait livré, une expérience inédite. Et je voudrais vous faire partager ben, cette double expérience, puisqu'à la fois il y a l'hôpital de demain et donc je suis ancienne présidente de CME et aussi doyen de la faculté de médecine, donc deux fonctions qui finalement se complètent parce que j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de CHU sans université, sans faculté de médecine et il n'y a pas de faculté de médecine sans CHU. Donc finalement, c'est très bien, on est triqué. J'attends que le diaporama se lance. Ah, excusez-moi, c'est de ma faute. Effectivement, c'est ma journée de bloc, donc voilà. Impeccable. Voilà, donc faire un petit récap sur ce centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Hier, aujourd'hui et demain, je pense que c'est important. Donc je vais commencer là où tout commence, enfin sans doute avant. Juste un peu d'histoire pour vous dire que l'ordonnance de Louis XIV de mars 1685 réglemente dans le Code noir le statut des esclaves et dans ce texte, on retrouve l'obligation des maîtres d'assurer les soins et la subsistance de leurs esclaves infirmes ou malades. En 1803, au rétablissement de l'esclavage, l'arrêté du 2 Floréal en 11 stipule qu'il y aura sur chaque habitation de 50 noirs et au-dessus, un hôpital propre, aéré, meublé de lits de camp, nattes et grosses couvertures. Il y aura une paillasse, une paire de draps. Pour chaque, je vous le lis comme c'est écrit, chaque dinègue travaillant. Ces hôpitaux seront planchéés. Le maître est tenu de souscrire un abonnement avec un médecin pour qu'il visite régulièrement l'habitation. Peu à peu, la pratique de ces hôpitaux s'est répandue et l'hôpital s'agrandit en offrant au moins 2 salles, une pour les hommes, une pour les femmes, et pourvue d'une infirmière qu'on appelait à l'époque l'hospitalière. Donc vous voyez bien que par rapport à ce qu'on connaît, à l'époque, l'hôpital est un mot un peu prétentieux pour l'époque, car il désigne la plupart du temps une simple infirmière ou un dispensaire. Les choses évoluent. En Guadeloupe, en Grande Terre, en février 1943, un violent séisme qui détruit principalement la ville de Pointe-à-Pitre. La majorité des bâtiments sont endommagés, plus de 3000 morts, et donc vient, c'est souvent dans ces catastrophes, et on a beaucoup de catastrophes naturelles sous nos latitudes, qu'on est amené à trouver des solutions, et des solutions qui nous permettent de grandir. Donc un établissement hospitalier se fait ressentir dans la colonie, et c'est ainsi que le gouverneur Gourbert décide de transformer la maison des pauvres en hospice. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est l'hospice Saint-Jules pour vieillards, enfants et mutilés du séisme. Rebaptisé Hôtel-Dieu en 1870, cet établissement servira d'exemple aux autres établissements qui seront fondés dans les années qui suivent. En 1911, suite à la séparation de l'Église et de l'État, l'établissement prit le nom d'hôpital autonome jusqu'à la construction d'un nouvel hôpital en 1930. Et je pense que vous reconnaissez très bien cette bâtisse qui existe encore à Pointe-à-Pitre. En 1931, en raison de la vétusté et de l'exiguïté des locaux de l'hôpital Saint-Jules, qui déborde de vieillards, d'infirmes, d'assistés, eh ben, on se tourne vers un hôpital plus grand que vous connaissez. Et là, vous reconnaissez la petite arcade quand on rentre au niveau de l'hôpital Ricou. Bon, ça s'est modifié parce que tout l'espace vide, c'est... Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Voilà. Donc là, on reconnaît très bien cet espace quand on passe dessus. Là, c'est l'entrée pour aller vers la direction. Et là, l'Audra est ici, actuellement. Et donc, l'établissement moderne est limité par de l'électricité, possède un réservoir d'eau qui alimente directement les pavillons. À son ouverture, cet hôpital peut recevoir 255 malades, laissant le rôle d'hospice à l'hôpital Saint-Jules.
inauguré en 1936. On évolue encore, on ferme Saint-Jules et la décision est prise de construire un nouvel hôpital sur le site qu'on connaît actuellement. Et en 1978, une première tranche est achevée et elle comprend déjà 550 lits, 104 lits, une école d'infirmières de 120 places. Et les premiers services ont investi les lieux en octobre 77 et les derniers en juillet 78. Alors, il y a des restrictions budgétaires qui fait que la deuxième tranche, il y aurait dû avoir 2 tours identiques. Ben, la deuxième tour que vous connaissez aussi ne compte que 2 étages. Donc elle se termine en 84 et elle est ramenée à 180 lits. Donc l'évolution de l'établissement, vous voyez de là nous sommes partis, se poursuit à la création d'un centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre qui devient par la suite notre centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Abîme en 86. Ça ne s'arrête pas là puisque c'est un CHU, donc on attend à côté l'ouverture d'une faculté de médecine. Alors que le prérequis du ministère, c'est d'avoir un nombre de services spécialisés qui sont des services supports qui doivent recevoir les malades, dont la réanimation néonatale, la réanimation adulte, un plateau technique avec imagerie moderne à l'époque, le scanner. On a fait beaucoup de pas depuis, un laboratoire d'analyse médicale, service de chirurgie et une convention avec l'université qui nous permet de construire progressivement, de la même façon où l'hôpital s'est construit, cette faculté de médecine des Antilles-Guyane, donc qui est une jeune faculté et qui se justifie parce qu'à l'époque, 450 000 habitants en Guadeloupe, 370 000 en Martinique et 250 000 en Guyane. 19 octobre 88, nomination des premiers PUPH, des premiers professeurs d'université. L'administration provisoire en décembre 88 et le premier doyen, le professeur Yacine Bastaro, qui a mené de front ce projet, qui a amené cette faculté de médecine à voir le jour et à exister, et avec les évolutions dont je vais parler. Et donc en septembre 98, première année de médecine, 90 inscrits, 10 reçus, qui partent systématiquement sur Bordeaux. La Martinique, on a une antenne de la première année, mais qui s'est ouverte dans un deuxième temps, en septembre 2003, et en septembre 2006 pour la première année en Guyane. Depuis, ça a continué. 10 ans plus tard, il a fallu 10 ans pour ouvrir la deuxième année, et en 2009, la troisième année, ce qui nous a permis d'avoir le premier cycle. Donc un nombre d'inscrits qui est quand même relativement important, et un nombre d'inscrits en médecine, à l'époque, 2079. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 3000. Donc une faculté de médecine des Antilles en 2015 qui connaît une scission, Guyane, qui est toujours rattachée à la faculté de médecine, mais le reste de l'université, la Guyane a son université propre. Et enfin, en 2023, septembre 2023, grâce au travail de tout un chacun, des doyens qui m'ont précédé, et j'ai dû faire ce sprint de la dernière ligne pour obtenir cette faculté de plein exercice auprès du ministère avec une ouverture en 2023. Nous avons eu 220 étudiants en deuxième année en 2023, 240 en troisième année, et on a accueilli 148 en quatrième année. Certains ont fait le choix de partir. Nous n'avons refusé aucune demande de départ sur les 169 étudiants qui étaient présents en troisième année et qui allaient passer en quatrième année. Et cette année, nous avons eu aussi des demandes de départ, et 176 sont restés avec nous. Alors c'est quatrième année, pardon, en 2024, et 164 en cinquième année. Donc nous avons ouvert la cinquième année cette année, et l'année prochaine la sixième année. Donc la faculté, à partir de la rentrée 2025, sera complète, et donc on accompagne ces étudiants pour qu'ils puissent demain s'orienter vers une spécialité et s'orienter vers nos hôpitaux. C'est en tout cas ce qu'on espère. Donc les internes, 762, avec un nombre croissant de DU, une école de maïeutique qui appartient, donc maintenant nous sommes UFR Santé depuis 2020, une école de maïeutique qui est en Martinique. On a universitarisé les IFSI, on va aussi universitariser l'école de kiné,
la formation des IPA qui est accessible depuis septembre 2023 et une capacité d'orthophonie qu'on a ouvert en septembre 2022 avec 17 étudiants par promo. Et donc, cette rentrée, c'est la rentrée des troisièmes années. Une cinquantaine de praticiens hospitaliers, professeurs des universités, des maîtres de conférences d'université, identique en médecine générale, où on a des professeurs d'université, des chefs de clinique, particularités qui peuvent être financés par la collectivité territoriale pour la Martinique, la région Guadeloupe et aussi par la Guyane, ce qui est un apport puisque avec les restrictions budgétaires, le gouvernement nous permet, le ministère nous permet, grâce à l'aide des territoires et des régions, de pouvoir financer des postes. Ce sont des postes temporaires qui durent 2 ans, mais ça nous permet à nos jeunes de pouvoir s'inscrire dans la continuité et d'être avec nous. Et on évolue donc cette faculté de médecine en parallèle avec cet hôpital qui s'est construit, mais hôpital vieillissant et donc transformation. Et là, je vois qu'il y a le professeur Portekop qui est présent et qui a, je sais, beaucoup œuvré dans cette partie 2007-2010 sur le plan technique détaillé. Moi, j'étais pas encore arrivée sur les interrogations et donc avec une interrogation des différents pôles et des utilisateurs. La particularité de cet hôpital, c'est le seul hôpital construit en France où on a demandé aux utilisateurs de se projeter et ce sont les utilisateurs qui, en travaillant avec les architectes, ont vraiment construit l'hôpital. Contrairement à ce qui se fait ailleurs, où vous avez des grosses boîtes comme Davinci qui arrivent, qui prennent tout, qui vous disent voilà, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Et les utilisateurs n'ont pas vraiment leur mot à dire. Tandis que nous, ça a été vraiment différent et aussi un projet qui a été mené par feu Jacques Salin, le docteur Jacques Salin qui a beaucoup œuvré pour qu'il puisse avoir une reconstruction de l'hôpital et pas forcément la rénovation de celui qui est existant, obsolète parce que ces bâtiments grands étages ne sont plus d'actualité et sont dangereux, d'autant plus pour nous, parce qu'il est situé sur une faille. Donc j'ai eu l'occasion, puisque j'étais présidente de CME en 2012, de participer au jury. Donc une expérience formidable avec un choix de la maquette parmi les différents architectes qui étaient présents. Et un travail de longue haleine, difficile, beaucoup de réunions, et qui nous a permis d'emblée d'avoir une idée de ce que pourrait, de la façon dont pourrait être notre hôpital et de ce qui serait demain. Donc, c'est un travail en plus à ce moment-là qui a commencé avec tous les services. On a vraiment travaillé avec chaque spécialité. On a travaillé avec le personnel médical, le personnel paramédical, les assistantes sociales, les administratifs. On a vraiment fait des réunions en commun. En tout cas, je l'avais mis en place ainsi au sein de la CME et de façon à ce que chacun puisse donner son idée, son avis, s'impliquer dans ce projet et participer pleinement à ce projet. En septembre 2018, on a eu la pose le 29 septembre de la première pierre. C'est un bâtiment HQE, haute qualité environnement, qui est antisismique avec une particularité qui fait que le bâtiment principal de soins critiques, en cas de séisme, même très fort, ne bouge pas. Il est sur un système de rouleau et ça ne bouge pas, mais je vois que monsieur Nicolas est présent dans la salle, donc c'est une problématique. Vous pourrez aller l'interroger là-dessus. Il pourra beaucoup mieux vous expliquer que moi. Donc, il a fallu s'approprier les nouvelles logiques sanitaires avec prise en charge des patients sur des nouveaux paradigmes, avec des nouveaux paradigmes, une obligation d'efficience et de pertinence dans la projection de la construction de ce bâtiment. Le patient au bon endroit, au bon moment, le patient dans le bon parcours. Parallèlement, on a travaillé sur la création d'un GHT unique. En janvier 2019, 7 établissements, de façon à permettre aux uns et aux autres de venir s'intégrer dans cette dynamique universitaire. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il s'agit vraiment de ça, de cet hôpital universitaire avec à côté une faculté de médecine de plein exercice actuellement avec, pour le CHU de demain, un ambulatoire de médecine, de chirurgie moins conventionnel, c'est ce qui nous est demandé,
par les tutelles et on avance, bien et progressivement. Ce bâtiment est construit de telle façon que quand vous venez consulter, ben, vous n'avez pas accès aux étages d'hospitalisation, vous n'avez pas accès à tout ce qui concerne le fonctionnement, subaigu, chronique, des autres patients. Vous venez et toutes les consultations se font, au rez-de-chaussée avec des explorations qui se font en simultané et des spécialistes d'organes qui sont recentrés sur l'ambulatoire avec des plateaux de consultation, d'exploration, des équipes mobiles, des hospitalisations de jour, médecine, pédiatrie, chirurgie, cancer et de nouveaux parcours dans le conventionnel qui sont déjà mis en place, tels que le court séjour gériatrique. Donc plus de lits critiques aussi, plus de lits en réanimation, en unité de soins intensifs cardio et neurovasculaires et moins de lits non critiques pour aller un peu plus vers cet ambulatoire. Donc quelques photos. À la fin, je vous montrerai, on vous passera un petit film qui n'est pas très long, qui est un update de l'hôpital dans sa construction, un update de septembre 2024. Donc nous y sommes. Donc voilà, ça c'était des photos de synthèse, mais ça ressemble vraiment à ça, avec des espaces aérés. Cette rue Caraïbes avec son arête dorsale que vous pouvez déjà apercevoir si vous passez dans les environs. Voilà, donc les différents bâtiments, une unité d'hospitalisation conventionnelle, donc quelque chose de très aéré, des chambres seules, c'est important de le dire, avec, lit accompagnant. Nous n'avons pas de chambre double, dans l'hôpital, donc c'est quand même très bien avec un confort et des sanitaires et des douches, à l'intérieur. Donc, ce projet, je m'arrête sur cette diapo puisqu'il est aussi important de revenir encore à cette universitarisation avec, l'importance des 2 l'un à côté de l'autre. Donc on a ce nouveau bâtiment et puis on a œuvré aussi pour qu'il y ait un espace pour les internes, donc de façon à améliorer et augmenter l'attractivité, mais aussi, campus santé, vous voyez sous la diapo, hein, voilà, ici, qui, est déjà acté, dont nous n'avons pas commencé, la construction et on n'a pas non plus commencé, le travail. On a fait le PTD, mais nous n'avons pas encore fait le travail de choix, de l'architecte. Ça peine à venir, mais bon, on avait espéré que les 2 puissent être livrés en même temps, ça ne sera pas le cas et ça permettra aussi bien aux praticiens qu'aux internes, qu'aux étudiants de médecine, les externes, de pouvoir, passer du campus à l'hôpital, juste par voie pédestre et de façon à faciliter et à vraiment créer sur une unité de lieu ce centre hospitalier universitaire, donc avec, sa faculté de médecine et des écoles paramédicales. Quelques photos de la construction. Donc un projet de reconstruction avec un impératif de mise aux normes sismiques, un impératif de qualité et de sécurité des soins en lien avec les standards de demain et un impératif d'optimisation des ressources, d'organisation et d'efficience. Alors, je l'ai souvent prôné comme ça, c'est mon adage que j'ai choisi et que j'aime bien parce que j'aimerais, vraiment qu'à la fin ça prendra des années, j'en ai conscience, comme tout projet, il faut grandir, progressivement. On devient pas grand dès qu'on est et donc ça nous demandera du temps. Mais tous ensemble, je suis persuadée qu'on puisse arriver à cet hôpital magnétique, attractif et aimant. Aimant dans la bienveillance, dans les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres et les différents corps de métier qui travaillent dans cet hôpital. C'est chose qui, même encore maintenant, n'est pas simple. Pourtant, c'est un hôpital attractif pour que, on puisse, être sûr que quand on y est, on a envie d'y rester, on a envie d'y être, et c'est un lieu de travail. On passe sans doute plus de temps, en tout cas pour ce qui me concerne, plus de temps de ma vie, à l'hôpital, qu'à l'extérieur et magnétique puisqu'on est dans un bassin caribéen et le but, c'est de pouvoir attirer, nos jeunes de demain, donc avoir des étudiants qui viennent, de cet espace caribéen, mais aussi, des patients pour venir, se faire soigner dans cet hôpital qui, je l'espère, pourra demain accueillir des patients étrangers. Donc, un hôpital, de tous les extrêmes, nouveau CHU de demain,
avec une stratégie d'anticipation. Donc 2025, on a eu 3 chantiers finalement en parallèle dans la construction. L'entretien et la rénovation du bâti actuel, dans lequel nous sommes encore, la restructuration des équipes, parce que c'est nécessaire. Toutes les organisations sont différentes et donc ces organisations pour nous permettre un envol vers la médecine de demain. Un agenda qui a été plus ou moins respecté, hein, jusqu'à il y a très peu, et une fin de chantier qui arrive et une ouverture et un déménagement en 2025. Je ne me substitue pas à la direction, je ne vous donnerai pas de date pardon, sur 2025. Stratégie d'anticipation encore, mettre en place dès maintenant les nouveaux équilibres entre les différentes prises en charge. Le non critique, je vous ai dit plus petit, le critique plus grand, programmé, non programmé, ambulatoire, conventionnel, une équipe paramédicale peut avoir 2 équipes médicales. Par exemple, nous, ce sera la même équipe pour l'ORL, l'ophtalmo et la neurochir. On est dans une logique tête et cou, donc ça me va tout à fait. Des bureaux mutualisés, bon, ça va moins à nos médecins, ça par contre, je pense que c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis et beaucoup de discussions avec l'architecte, mais il n'y avait pas la place dans ces 82 800 mètres carrés pour pouvoir accueillir des bureaux individuels. Planification des actes et des rendez-vous avec un hôpital qui sera numérique, où les rendez-vous se prendront en ligne. Vous arriverez, il y aura un suivi sur écran de votre temps de passage et temps d'attente. Enfin voilà, en tout cas, on tend à cela pour qu'il y ait du confort et du plaisir, malgré le fait que quand vous venez à l'hôpital, c'est généralement pas pour le plaisir, mais au moins que vous ayez un accueil satisfaisant qui ne vous fasse pas fuir et qui vous permette de pouvoir accéder aux soins auxquels vous avez entièrement droit. Donc, construction des hôpitaux, ça nécessite de construire aussi les hommes pour pouvoir construire l'avenir et pour aboutir à une construction de l'excellence. Et j'adore cette phrase de Nelson Mandela qui me fait toujours frissonner. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Et donc, ça nous a paru impossible. On y arrive, c'est bientôt. Et il y a un dernier petit film. Il faut juste copier. Non, faites copier. Faites copier et il faut aller dans. Je crois que je suis dans les temps là, hein, puisque c'était 9h30, 10h, il est 48. Ça va. Voilà. En attendant que le film se mette en place, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait aimé poser une question à professeur Duflo ou partager son expérience du CHU? Oui. Alors le micro, il est derrière vous. Il arrive. C'est une question. Oui, bonjour à toutes et à tous, Georges Boucard, cabinet du maire des Abîmes. Bon, c'est vrai que nous sommes dans un séminaire qui va parler de l'architecture et de la santé mentale. Mais je suis un peu resté sur ma faim parce que il y a une unité de soins en santé mentale au CHU. Est-ce qu'il y aura un focus particulier sur le devenir de cette unité dans le nouveau CHU? On n'en a pas parlé, c'est quand même important. Alors, 2 choses. Oui. La première, c'est que je fais juste la première communication et donc je pense que durant la journée, vous aurez ce retour puisque votre thème, c'est de travailler sur l'architecture, de l'EPSM. Donc il y aura sans doute des interventions qui pourront répondre, plus précisément à votre question. Ensuite, il y a quelques années, il y a une décision qui a été prise de séparer, les établissements publics de santé mentale et du CHU. Donc, le PSM n'appartient plus au CHU. J'ai cru comprendre, puisque c'était pour cela qu'on m'a demandé de faire ce retour d'expérience sur la construction du nouvel hôpital, qu'il y a une vraie volonté de pouvoir construire cet établissement pardon, public de santé mentale pour le territoire enfin guadeloupéen en fait, en tout cas, voilà déjà, dans un premier temps, avec la Guadeloupe et ses îles. Et c'est dans ce cadre-là que
je fais part un peu, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, de ce qu'on a connu, de l'intérêt de la faculté de médecine, de comment ce projet finalement qui est assez inédit parce que on a vraiment chacun mis une partie de notre âme, travaillé sur ce que ça allait être, de façon à ce qu'on puisse être projeté. Et moi, je connais par cœur le fonctionnement de mon service, des consultations, parce qu'on l'a créé. Ça ne sera pas une découverte. Alors, forcément, on va découvrir quand on y sera. Mais cette particularité que personne n'a pu connaître dans la construction d'un hôpital, elle a été tout simplement magique. Et on grandit beaucoup parce qu'on interagit avec tous les corps de métier qui ne sont pas les nôtres. Et ça nous permet d'avoir des échanges et de vraiment travailler avec eux. Donc, je suis sûre que vous aurez au cours de cette belle journée des points et des communications sur cette partie. Et je pense que Madame Hidagilgaï va rajouter quelques propos. Alors, vous me donnez la parole. Juste pour vous dire que en fait, nous sommes localisés sur le site du CHU, mais nous sommes un établissement indépendant. Voilà. Et je vais profiter d'avoir capté le micro pour présenter vraiment tous mes remerciements et exprimer toute mon admiration au professeur Duflo, parce que vous voyez là un professeur, une doyenne de la faculté, mais surtout un manager hospitalier, parce qu'on a connu des moments très difficiles. Et c'est vrai que malgré toutes les difficultés du quotidien, on a su garder un cap, parce qu'on avait un capitaine qui était le professeur Duflo et qui nous parlait de cet hôpital magnétique, aimant, vers lequel on devait tous aller. Et je me rappelle que pour focaliser tout le monde à la direction des finances du CHU, j'avais affiché cette image de ce beau CHU, et on attend tous avec impatience qu'il ouvre. Donc merci. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Donc, je vous propose de visionner ce film qui est un suivi du chantier du nouvel hôpital et qui date juste de septembre 2024. Donc, ce sont les dernières images.
Voilà, je vous souhaite une très belle journée et de continuer dans vos échanges et vos réflexions. Merci beaucoup. Merci, professeur Duflot, pour ce partage précieux.